Il y a deux types d'adoption institutionnelle. Le premier, un PDG qui dit dans une interview qu'il s'intéresse à la crypto. Le genre de phrase qui ne coûte rien et qui n'engage surtout à rien. Le deuxième, c'est une banque de 9000 milliards de dollars qui publie des offres d'emploi pour des ingénieurs blockchain avec des salaires de 150 000 $, des mandats précis et une feuille de route sur 18 mois. Morgan Stanley vient de faire le deuxième choix. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe tout autour. On a Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Fidelity, Citi, HSBC, Sophie, et en ce moment, toutes ces grandes institutions financières mondiales construisent leur infrastructure crypto. Et c'est en même temps, en parallèle. On va pas avoir de pilote, pas du tout de test. Ça se passe maintenant, aujourd'hui. Et quand tu comprends l'ampleur de ce qui se construit discrètement, tu réalises une chose. Le monde financier de 2030 ressemblera très peu à 2024. Alors voyons exactement ensemble ce qui se passe en ce moment, institution par institution, et ce que ça signifie concrètement pour les marchés. On commence avec Morgan Stanley, parce que c'est l'élément déclencheur pour moi. Le 15 février 2026, des offres d'emploi seniors apparaissent sur leur site. On a Software Engineer, Blockchain and Tokenization, Niveau Associate and Director. C'est pas rien, jusqu'à 150 000 $ de salaire. Le mandat est précis. Intégrer 4 protocoles blockchain dans l'infrastructure existante Ethereum, Polygon, Hyperledger et Canton. Ce choix n'est pas anodin. Ethereum et Polygon sont des blockchains publiques. Liquidité ouverte, smart contract, compatibilité avec l'écosystème DeFi. Hyperledger et Canton, ce sont des blockchains privées. Transactions confidentielles, conformité réglementaire, usage interbancaire majoritairement, ils construisent les deux. Une stratégie hybride, public-privé extrêmement réfléchie et préparée certainement en avance. Et les recrutements, ce n'est que la partie visible de ce que l'on voit maintenant. Premier semestre 2026, Morgan Stanley lance notamment le trading spot de Bitcoin, Ethereum et Solana sur ETHtrade, via 0H. Pas de ETF, du spot direct pour des millions de comptes de retail et des conseillers financiers. Ils ont également déposé des S1, formulaire classique, auprès de la SEC pour des lancements d'ETF sous leur propre marque Bitcoin, Solana, Ethereum, dont notamment un ETF Ethereum qui inclurait probablement du stacking. Un produit qui lui-même génère du coup du rendement, pas juste de l'exposition à l'actif. Au deuxième semestre, un wallet digital propriétaire, crypto et actif tokenisé sur le même portefeuille régulé et une nomination stratégique, Amy Oldenburg au poste de Head of Digital Asset Strategy. Ce n'est clairement plus une expérimentation confiée à une équipe d'innovation, c'est une ligne de business à part entière, avec sa direction propre. Mais Morgan Stanley, aussi impressionnant que ça puisse être, ce n'est qu'une petite partie émergée de l'iceberg. En janvier 2026, Goldman Sachs publie un rapport qui fait l'effet d'une bombe dans les cercles institutionnels. La conclusion centrale, qui est la plus importante, c'est la réforme réglementaire et le plus grand catalyseur pour l'adoption institutionnelle de la crypto. Les chiffres sont frappants d'ailleurs, 35% des institutions citent l'incertitude réglementaire comme leur principal frein. Écoutez bien, 35% des institutions ne veulent pas investir parce qu'il y a une incertitude réglementaire. 71% des asset managers prévoient d'augmenter leur exposition crypto dans les 12 prochains mois, principalement grâce à la réglementation qui est en train de se faire. Et Goldman estime que la législation attendue au premier semestre 2026 pourrait débloquer jusqu'à 500 milliards de dollars de capital institutionnel. 500 milliards, d'un coup, dès qu'il y aura de la clarté. Goldman ne se contente pas de publier ses rapports, GSDAP, Goldman Sachs Digital Asset Platform pour être précis, et leur plateforme de tokenisation pour les clients institutionnels, émission et règlement d'instruments financiers numériques sur des rails blockchain régulés et gérés. Ils sont également devenus l'un des plus gros acheteurs institutionnels d'IBIT et de FBBC, les ETF de BlackRock et de Fidelity. Il y a quelque chose d'ironique un peu dans tout ça. Parce qu'en 2018, Goldman avait fermé son desk crypto en déclarant que la demande n'était clairement pas là. De l'autre côté, en 2018, je peux le comprendre. En 2026, ils construisent l'infrastructure et projettent 500 milliards de flux entrants. Bon, il y a quand même un switch qui a eu lieu entre temps et le pivot est total. Pendant que Goldman d'ailleurs construit pour les institutionnels, JP Morgan, lui, construit quelque chose de totalement différent. Quelque chose de plus fondamental. Ils construisent la plomberie même qu'on pourrait caractériser du système. JP Morgan est probablement la banque d'ailleurs la plus avancée en blockchain au monde, où je vous parle. Et la plupart des gens ne le savent même pas. Kinexys
anciennement d'ailleurs connue sous le nom de Onyx, c'est leur plateforme de blockchain interne. Elle ne traite pas des transactions fictives ou des pilotes de laboratoire, elle traite des transactions réelles, en production, entre clients institutionnels. JPM Coin permet le règlement interjournalier de milliards de dollars qui transitent déjà à travers leur système chaque jour. En 2025, ils ont étendu leur blockchain aux blockchains publiques, ajouté des dépôts tokenisés et des outils de règlement basés sur les stablecoins directement sur Kinexys. Et puis, en octobre 2025, Bloomberg révèle notamment que quelque chose de structurellement important est en train de changer. JP Morgan prévoit d'accepter Bitcoin et Ethereum comme collatéral directement dans leur structure. D'abord via des expositions ETF, ouais, d'accord, c'est plus simple, c'est régulé, c'est quelque chose qu'ils connaissent plutôt bien, les ETF, puis en spot direct, et ça change totalement les choses. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de pouvoir le gérer, qu'ils sont en train d'accepter le fait de gérer la détention de BTC ou d'autres actifs du style crypto. Cette décision mérite vraiment qu'on s'y arrête. Quand la plus grande banque américaine accepte Bitcoin comme garantie d'un prêt, la nature de l'actif, pour moi, change totalement. Il ne s'appelle plus spéculatif, il s'appelle plutôt collatérisable. C'est quelque chose qui est très important, notamment si vous faites de la DeFi, mais là ce sera dans la TradFi, dans la finance traditionnelle. Ce n'est pas une nuance sémantique, c'est une distinction fondamentale dans la manière dont le marché institutionnel évalue et intègre un actif. Jamie Dimon a qualifié que Bitcoin était une fraude pendant des années. Il l'a répété non-stop. Sa banque maintenant construit l'architecture blockchain la plus avancée de Wall Street. Encore une fois, on a changé directement. Le pragmatisme a définitivement remplacé l'idéologie. Et encore, je pense qu'ils sont tout simplement adaptés à une réalité du marché. Maintenant, faisons le tour complet du système, parce que ce qui se passe chez Morgan Stanley, Goldman et JP Morgan, ce n'est pas une exception, c'est juste la norme. On va voir BlackRock par exemple, avec Bybit qui dépasse 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On va avoir BUIDL, le fonds tokenisé de BlackRock qui franchit les 500 millions de dollars. Larry Fink lui-même a écrit dans The Economist, avec son directeur général, dans le futur, les gens n'auront plus un portefeuille d'actions et un portefeuille crypto séparé. Tous les actifs pourront être achetés, vendus et détendus via un seul wallet numérique. Ce n'est pas une vision utopique, c'est une feuille de route qui est décrite et qui est déjà en train d'être implantée aujourd'hui. Fidelity, avec FBTC, a 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Custody et exécution directe par les institutions, c'est une réalité, c'est ce que l'on voit maintenant, et un signal que les professionnels, notamment de la gestion, ont eux-mêmes remarqué. On va avoir Harvard qui a augmenté sa position sur Bybit de 257% en faisant sa plus grosse position equity américaine. Bon, on est d'accord, il a revendu un bout pour aller sur Ethereum, mais bon, ça c'est une erreur de jeunesse, on peut les oublier. Sophie est devenue la première banque à charte américaine à offrir le trading crypto directement depuis les comptes clients. Pas via un partenaire tierce, non, directement dans l'application, sur votre compte bancaire. Imaginez que vous ouvrez, je sais pas, votre compte et vous avez directement la possibilité de trader. Citi est active dans la tokenisation d'infrastructures, représentation d'ailleurs numérique d'actifs pour ses clients institutionnels, ils sont spécialisés dessus. HSBC a lancé sa plateforme Orion pour leur tokeniser, des dépôts tokenisés à Hong Kong notamment, et prévoit une expansion aux États-Unis et aux Émirats en 2026. Et en Europe, la liste est quand même beaucoup moins longue, on va pas se le cacher, mais on a quand même Société Générale qui a lancé un stablecoin sur l'euro, notamment en août 2025, émis par une banque du top 20 mondial. Ce n'est pas une startup de fintech, hein, bien que c'est une branche de la Société Générale, mais ça n'empêche que c'est le groupe en lui-même, et c'est quand même une banque systémique. Donc il y a quand même un changement drastique, même sur l'émission de stablecoin, même en Europe. Je sais, ça vous fait sourire, mais c'est une réalité. Du côté de l'infrastructure de paiement, Stripe, le plus gros connu actuellement, a acquis Bridge pour 1,1 milliard de dollars. Résultat, on a des comptes stablecoin disponibles dans 101 pays, ce qui est énorme, et une fonctionnalité permettant aux entreprises de créer leur propre stablecoin, quand même bien, avec des réserves chez BlackRock et Fidelity. PayPal, avec PYUSD, son stablecoin, qui est disponible d'ailleurs sur Ethereum, Solana et Stellar, a 4% de rendement, et ça touche déjà plus de 20 millions de commerçants qui l'utilisent. Ça ne fait que monter. Les chiffres globaux confirment ce que le mouvement stratégique laisse entrevoir. Les ETF spot Bitcoin ont dépassé les 115 milliards d'actifs sous gestion fin 2025. Ceux d'Ethereum franchissent les 20 milliards, et Bybit a attiré 95 milliards de dollars en 435 jours. Le lancement qui est caractérisé comme étant le plus rapide de l'histoire financière, tout actif confondu et qui dépasse en termes de rendement le SP500.
Et je vous passe tout ce qui est dans les acteurs spécialisés, qui sont notamment dans le dérivé, ça ne fait que monter. Et on va voir juste les stablecoins qui ont dépassé 300 milliards de supply en circulation. Leur volume de transactions est maintenant comparable à Visa sur une certaine métrique. La tokenisation d'actifs réels dépasse 19 milliards de marché. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est en train d'évoluer et d'accélérer? Et si on allait encore plus loin, la fusion-acquisition dans le secteur crypto ont totalement explosé avec plus de 140 entreprises acquises en 4 trimestres, une hausse de 59% par an. Les institutions sont en train d'acheter les compétences au lieu tout simplement de les construire. Et c'est plutôt classique, c'est de l'absorption. C'est le signe que le temps presse en ce moment et qu'il faut passer à l'action parce que la tokenisation arrive demain. Ça signifie concrètement que le cycle habituel est en train, ici, ce qu'on connaît habituellement, de changer de nature. Grayscale, dans son Outlook de 2026, estime que le cycle de 4 ans traditionnel qu'on connaît est en voie de disparition. Alors, je vous arrête tout de suite, ça ne veut pas dire que ça va changer demain, mais c'est progressif. Et on est en train de le changer. Il va être tiré non plus par la spéculation des retail, mais par les flux institutionnels qui vont ne faire que croître petit à petit. Goldman notamment prévoit que 71% des asset managers augmenteront leur exposition petit à petit à la crypto. Les allocations actuelles sont à 7% moyenne pour vous donner un ordre d'idée. La marge de croissance est juste phénoménale à l'heure actuelle. Et chaque institution actuellement est en train de bouger. Et celle qui bouge exerce une pression sur les concurrents. Ce n'est plus du coup un choix, c'est une contrainte compétitive pour rester dans le jeu, notamment à Wall Street. Donc là, on n'est plus du tout dans une expérimentation à quelques millions. On parle vraiment de lignes de business à plusieurs milliards de dollars. Et toutes les briques sont en construction simultanément. On va avoir du trading, du custody, de la tokenisation, des stablecoins, des collatéralisations, du règlement, et j'en passe. Tout est en train de se traiter maintenant, parce que la technologie est aboutie, elle suffit de l'intégrer. Chez au moins une institution majeure, à chaque fois, on voit cette évolution, et qui avance petit à petit. Le monde financier, clairement, de 2030, sera différent de ce qu'on a connu. Là-dessus, il ne faut pas en douter, pas parce qu'une technologie a gagné un débat idéologique, mais parce que des millions d'ingénieurs, de juristes et de directeurs financiers construisent en ce moment même l'infrastructure qui la rendra inévitable. Wall Street doit évoluer, il n'a pas le choix, la technologie en elle-même de la blockchain est en train d'intégrer Wall Street. Wall Street disent qu'ils sont en train de passer à 2.0, mais je dirais même qu'ils sont en train de passer à 3.0. Clairement, l'évolution est en cours. On ne la voit peut-être pas au niveau du prix aujourd'hui, mais par contre, on ne peut pas douter qu'il y a une intégration réelle. Et qui dit intégration dit augmentation du volume, peut-être changement des règles. Ok, mais comme d'habitude, on s'adaptera, parce que ça se fera progressivement. C'est pas du jour au lendemain que tout rentre en rupture. C'est pas du jour au lendemain que les habitudes changent chez les institutionnels aussi importants. Ça se fait progressivement, on est en avance, on le voit. On sait que c'est en train d'arriver, il y en a qui pensent que c'est terminé, il y en a qui pensent que ça n'existe même pas, alors que nous, on est en train de voir clairement une transformation vraiment structurelle de l'ensemble de la finance mondiale. Donc oui, je pense qu'on est encore en avance, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite.